Alors, on va prolonger et terminer ce tour de table avec Séverine Boilet. Là, on va revenir dans l'encore plus petit, c'est-à-dire vraiment dans la cellule. On sait que c'est le motoneurone, le neurone qui s'occupe de la motricité, qui au deux niveaux est altéré. Mais il n'y a pas que ça. Et vous travaillez sur un peu l'environnement de ces neurones. Oui, exactement. Donc, on a vu plusieurs types d'études. Je vais revenir sur l'aspect génétique parce que c'est aussi l'aspect que l'on regarde par rapport aussi à cet environnement. Donc, quand on parle de génétique, généralement aux patients qui sont atteints de SLA, ils nous disent oui, mais ça c'est que pour une sous-population des patients. Mais en fait, il faut comprendre que nous, on essaye de vraiment aller à l'extrêmement petit et de trouver des mécanismes. Et c'est très difficile, comme on l'a vu avec ce qu'a présenté Nigel Lee avant. On voit bien qu'il y a différents groupes de patients et c'est très hétérogène. Donc, on est obligé de vraiment avoir des groupes plus homogènes pour pouvoir comprendre les mécanismes. Et le but est bien sûr non pas de uniquement travailler sur la SOD1, mais ensuite de pouvoir faire des catégories. Et notre but, c'est que tous les patients sporadiques pourront rentrer un jour dans une de ces catégories. Mais on doit avoir un point de départ et pour que ce soit plus simple et pour nous, la génétique. Et donc ensuite, effectivement, comme on a vu, c'est hétérogène ce qui se passe au niveau des patients. Et donc la prise en charge doit être à différents niveaux. Et pour nous, pour la recherche fondamentale, on regarde aussi à différents niveaux, au niveau cellulaire. Donc si on zoome dans la moelle épinière, il n'y a pas que les motoneurones qui réagissent à la maladie, il y a aussi toutes les autres cellules qui sont dans la moelle épinière, aussi dans le cerveau. Donc il y a aussi, bien sûr, au niveau du cortex des atteintes et dans d'autres régions du cerveau. Donc nous, on essaye de comprendre cet environnement des motoneurones pour savoir comment ils participent. Donc on a montré qu'ils participaient au cours de la progression de la maladie et donc on pense que c'est important parce que une fois qu'on connaîtra toutes les causes, on pourra bien sûr essayer d'agir le plus en amont possible. Mais pour le moment, la plupart des patients présentent déjà des symptômes lorsqu'ils sont diagnostiqués. Donc l'idée que l'on a, c'est d'essayer de ralentir ces symptômes et donc non seulement d'agir au niveau du motoneurone, mais aussi au niveau de ces autres cellules. Alors, c'est quoi ces autres cellules? C'est quoi cet C'est en fait des environnement? cellules de soutien ou des cellules qui agissent dans le système immunitaire et qui sont présentes partout dans le système nerveux central. Et qui communiquent avec le motoneurone comme une Exactement. relation. Donc en fait, toutes ces cellules, il faut bien voir que il n'y a pas vraiment d'espace vide en fait dans le cerveau ou dans la moelle épinière. Et donc il y a les motoneurones qui sont ces grosses cellules, mais autour de ces motoneurones, il y a des cellules de soutien et donc elles communiquent, elles permettent de donner des aliments aux neurones et aussi elles réagissent lorsque ces neurones sont en train de mourir. Donc on dit qu'elles deviennent activées en fait et elles peuvent faire des facteurs toxiques pour les neurones. Donc en fait notre but c'est de pouvoir Donc comprendre là, quels sont. attendez, vous dites donc quand le motoneurone commence à être atteint, puisque c'est quand même ça le centre, en fait, les cellules de soutien et d'environnement, au lieu d'aider, sont toxiques. Voilà, en fait, au départ, elles sont là pour aider, mais une fois que la maladie commence, en fait, c'est un peu comme un cercle vicieux où il y a des produits toxiques qui sont aussi produits par ces cellules et donc qui peuvent atteindre le neurone. Donc, notre but, c'est d'essayer de trouver quels sont ces facteurs et de disséquer toutes ces voies pour ensuite pouvoir agir de manière plus spécifique. En fait, souvent, je parlais du système immunitaire, on dit qu'effectivement, il y a des thérapies euh, qui ont été essayées chez les patients. Et donc, comme elles n'ont pas été positives, on dit que le système immunitaire n'est donc pas impliqué ou que ça ne sert à rien de regarder dans cette voie. Mais en fait, c'est au cours de toute la maladie, au cours de la vie d'un patient, il peut y avoir des étapes très différentes. Et donc, nous, on essaye de savoir, le système immunitaire est très changeant, donc on essaye de savoir comment ça va évoluer au cours de la maladie pour, à un moment bien particulier, bloquer un système bien particulier qui pourrait aider, en fait. Parce que tout bloquer, bien sûr, ne peut pas être bon, parce qu'on sait bien que le système immunitaire est là aussi pour défendre. Donc, si on le bloque complètement, on peut bien imaginer que non seulement ça ne sera pas bon pour la SLA, mais aussi ça peut entraîner une addition d'autres symptômes. Donc, Donc en vous fait, il essayez de faut trouver en fin de compte les substances toxiques pour essayer de les bloquer de façon spécifique et exactement. pas jouer de Ensuite, façon générale, quoi. voilà, c'est là Donc que la pharmacologie ensuite ciblé, vient puisque et ciblé est un voilà. mot à la mode, Et ciblé. exactement. Et voilà, on espère qu'ensuite les industries pharmaceutiques auront des produits bien précis pour
les facteurs précis qu'on a trouvés. C'est vraiment au centre du débat. C'est tellement un débat citoyen en général que, on ne sait pas si on l'aura ici, on n'aura peut-être pas le temps, mais il faudra quand même en reparler. Merci beaucoup. On va terminer avec Philippe Couratier sur, là aussi, on a commencé par ce qu'on pourrait appeler l'épidémiologie, la connaissance de la maladie, la connaissance des patients, la connaissance des populations de patients, et sur donc une étude, parce que je crois qu'il faut quand même en parler de façon importante, une étude qui va démarrer et qui est un grand projet dit transversal, c'est-à-dire qui va... Expliquez-nous d'ailleurs, c'est quoi un projet transversal? Oui, l'idée, donc, c'est le projet dont l'acronyme est PULSE. Donc, c'est un projet Ça multicentrique. veut dire quoi, PULSE? C'est un piège. Bon, d'accord, alors on le verra tout à l'heure. Question bête des journalistes, c'est toujours de poser des trucs comme ça. Non, c'est David qui a repris des lettres. C'est toujours très compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais Pulse, oui. c'est très joli, Pulse. Voilà, Pulse, allons-y. Voilà. Non, ça a été originellement initié par Vincent il y a plusieurs années, dans l'idée de pouvoir, c'est un peu ce qu'expliquait Nigel d'ailleurs, c'est de pouvoir colliger à la fois des données cliniques centrées sur la description des patients et leur évolution, et puis d'essayer de pouvoir coordonner la collection d'un certain nombre de prélèvements. Et au lieu que chaque centre travaille seul dans son centre, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir avoir un centre unique. L'idée après, c'est évidemment de pouvoir faire des modélisations. Alors, pas forcément des modélisations tout seul au niveau français, ça va être des modélisations avec les collègues européens. Ça va être aussi du matériel pour les chercheurs fondamentaux, en sachant qu'au lieu de leur donner des prélèvements, simplement 2 patients atteints d'une pathologie, on pourra évidemment avoir des précisions supplémentaires. Donc cette étude eh bien, va débuter. Je crois que l'association, et je crois qu'on peut vraiment remercier l'association parce qu'elle soutient très largement ce projet. C'est un projet qui est coûteux, hein, puisque c'est à peu près 1 500 000 €. Donc on peut dire que grâce à l'association, on peut vraiment débuter le projet. Il a été soumis, enfin, sur le plan administratif au niveau du CHRU de Lille, puisqu'on a décidé qu'il y aurait un promoteur qui serait le CHRU de Lille, et on va pouvoir débuter très rapidement les inclusions dans ce protocole. Vous envisagez combien de personnes? Quelle est la taille qui vous paraît utile? Alors, on part sur une base théorique de 1000 patients, et on peut penser que... alors, pourquoi 1000 patients? C'est parce qu'on peut imaginer qu'on va avoir à peu près 10 sous-groupes de patients. Donc, il faut au moins être à 100 patients par sous-groupe pour que ça soit signifiant. Donc là, vous allez avoir à la fois des données cliniques, des données d'environnement, des données sanguines, des données génétiques, et avec de neuroradio, oui, d'électrophysiologie, dans des sous-groupes de cognition. Je crois que l'idée, c'est vraiment sortir évidemment, bien sûr, on peut comprendre qu'on a envie de comprendre la cause d'une maladie, mais on peut aussi traiter une maladie si on est capable d'avoir compris les mécanismes qui en font son évolution, sans forcément avoir compris la raison exacte de la cause de la maladie. Et je crois que l'idée, c'est de pouvoir, dans les années à venir, pouvoir déterminer des sous-groupes qui vont être définis par un certain nombre de caractères, et que ces patients puissent bénéficier des inclusions dans des essais thérapeutiques, et où on va essayer des thérapeutiques ciblées sur un processus donné, mais pas de vouloir généraliser à la pathologie SLA tout entière. Et donc avec cet élément quand même qui est un petit peu nouveau, c'est que le chercheur ou l'équipe de chercheurs n'est plus dans son coin, mais partage en fait les données. C'est nouveau, c'est relativement récent, on va dire, et d'imaginer qu'en fait un chercheur qui a une idée peut éventuellement taper dans le stock des sérums ou des choses comme ça. Oui, bien sûr. Je crois que maintenant, nous, en tous les cas, en clinique, c'est clair qu'on ne peut plus faire de recherche clinique monocentrique, c'est terminé. C'est minimum à l'échelon national, voire à l'échelon européen, en tous les cas pour l'Europe.
Pour les unités de recherche, c'est également être sur une thématique donnée et puis en même temps, c'est de pouvoir avoir eh bien, une collaboration avec les cliniciens et de pouvoir bénéficier évidemment de moyens. Et je crois que l'étude Pulse va justement leur fournir du matériel après qui sera indispensable.